Bonjour. Bien, bonjour. Je suis François Petitjean, au nom de la Société médico-psychologique dont je suis secrétaire général. Je suis heureux de vous accueillir pour ce webinaire qui est une première dans l'histoire de la Société médico-psychologique. La Société médico-psychologique est une société vénérable qui se réunit depuis le milieu du 19e siècle, mais sous une forme présentielle, et la situation présente nous a conduit à transformer en webinaire une réunion qui était déjà planifiée sur la question des outils numériques en psychiatrie. Donc, merci de nous rejoindre. Nous avons modifié le format de ce qui était prévu initialement, puisque c'est un programme plus ramassé sur une période de 1h30. C'est encore une fois une première pour nous. Donc, soyez indulgents s'il y a quelques petits bugs dans une réunion qui pourtant a été soigneusement préparée. Donc, il sera question aujourd'hui des objets numériques et connectés. Ils sont présents dans notre quotidien depuis très longtemps. Ils font l'objet d'une certaine controverse. Certains ont pu exprimer des craintes, déshumanisation de la relation médecin-malade. D'autres y voient une opportunité. C'est plutôt dans cet esprit que nous avons développé ce webinaire. Néanmoins, les questions concernant les réserves seront, je pense, formulées. Dans les points, je dirais, positifs, il y a le souhait de permettre à l'aide de ces objets numériques une meilleure évaluation des symptômes, une évaluation dans la durée, également une meilleure évaluation de l'efficacité thérapeutique grâce à ces outils, et aussi peut-être dans le futur grâce à l'accumulation de données médicales, pouvoir développer des objets, des méthodes de phénotypage différentes des pathologies. Dans les doutes, il y a des doutes sur la validation médicale de ces outils. Il y a des questions très techniques de maintenance, la question de la sécurisation des données, de leur confidentialité, mais je pense que nous nous efforcerons au cours de webinaires d'aborder, si ce n'est la totalité de ces questions, du moins un certain nombre d'entre elles. Donc encore une fois, je suis très heureux de vous voir rejoindre ce séminaire Internet qui sera piloté, vous le verrez, par Héloïse Hallyday, qui sera la maîtresse de cérémonie, mais ce webinaire a été conçu par, outre Héloïse, Jean-Arthur Micouleau-Franqui, Christophe Co, Pierre-Alexis Geoffroy. Donc, merci encore. Je vais passer la parole à Jean-Arthur, qui va présenter plus en détail que je n'ai pu le faire, le contenu du webinaire. Jean-Arthur, c'est à toi. Merci beaucoup, François. Alors, on est très honoré avec Héloïse, François, que vous nous donniez la possibilité d'avoir organisé ce webinaire, parce que oui, milieu du 19e siècle, même 1847, la Société médico-psychologique par Baillarger. Et donc, on est en fait, depuis 1847, la première fois, alors que la Société médico-psychologique réalise depuis plus d'un siècle et demi des séances, des communications, la première fois qu'on le fait en visioconf. Alors, on est d'autant plus impressionné qu'on porte ça aujourd'hui, et que donc, ça se fait sur une thématique qui est adaptée, puisque c'est sur l'enjeu pratique des nouvelles technologies en santé mentale. Et on a profité de la période de confinement, de la période de crise, pour essayer de questionner ces enjeux, puisqu'on a vu naître à ce moment-là un certain nombre d'applications ou d'ajustements d'applications ou de communication sur des applications qui étaient censées un peu aider au niveau de la santé mentale les gens. Et donc, on a essayé de le présenter avec Héloïse et puis notre comité scientifique, Pierre-Alexis, Christophe et puis Déborah Seban aussi, qui a participé à cette organisation. On a essayé de thématiser sur trois grands axes, et Héloïse va
va animer cette séance de compréhension autour de la conception du dispositif. Et vous verrez que si en période de crise, il faut réagir vite, ce qu'il faut faire aussi, c'est d'avoir en arrière-fond tout un réseau qui a été préétabli. Et je pense qu'il est important à nos institutions d'être attentifs à la qualité de ce maillage collaboratif qui peut être fait même en période de crise, parce que ça ne peut s'activer en période de crise que s'il y a un maillage dense et fort qui s'est produit entre différents acteurs, pas uniquement de recherche ou cliniciens, on verra. On verra ensuite les apports cliniques et les modèles théoriques. On verra que pour faire des applications numériques, ce n'est pas juste un enjeu technologique, c'est un enjeu de quelle vision de la clinique on porte là-dedans. Et enfin, au niveau de ces applications, on verra comment elles peuvent être acceptées, puisque développer une solution, c'est bien aussi de savoir comment les gens vont l'utiliser. Alors, effectivement, comme François le disait, les questions éthiques ou d'évaluation vont être abordées dans la discussion, et donc on espère pouvoir avoir des questions là-dessus. Mais à notre sens, on préfère l'aborder une fois qu'on a vu ces questions plus cliniques, théoriques ou d'acceptabilité qui vont éclairer d'autant mieux la façon dont on peut poser des questions d'éthique ou d'évaluation. Alors, encore une fois, je remercie la Société médico-psychologique, François Petitjean, bien sûr Jacqueline Parent qui nous a aidé à organiser et à diffuser l'information sur cette journée, ce webinaire, du coup, cette journée de la Société médico-psychologique rénovée en forme de webinaire, et bien sûr à notre communauté scientifique. Et un grand merci à Héloïse, puisque c'est elle, vous verrez, qui a tramé ce webinaire pour qu'on puisse avoir de poids de manière la plus fluide possible pour tous nos spectateurs, pour lequel la méthode est, vous ne pouvez pas accéder à la parole pour la communauté, de la façon d'échanger. Vous pouvez bien sûr poser des questions sous la forme de la conversation. Vous pouvez lever la main aussi. On peut vous donner la parole, François, lorsqu'il y aura la session de questions, pour que vous puissiez échanger avec nous, puisque c'est ça l'originalité d'un webinaire par rapport à une visioconf ou juste un streaming, c'est de pouvoir échanger également, quoi. Et c'est l'objectif de cette session. Merci à tous et je te donne la parole, Héloïse, alors. Merci Jean-Arthur, merci François. Alors, avant de commencer, peut-être qu'il faut que je me présente quand même. Je suis chercheuse en psychologie à l'Université de Nanterre et membre du bureau de la Société médico-psychologique, mais depuis peu. Et voilà, on se retrouve là avec les jeunes. Et qu'est-ce qu'on amène? Le dispositif du webinaire. Donc, comme l'ont dit mes collègues, évidemment, pardonnez-nous de potentielles légères failles techniques. On fera vraiment du mieux qu'on peut pour à la fois prendre vos questions, vous laisser parler et arriver à terminer aux alentours de 19 h. Mais là encore, pardonnez-nous si on a le traditionnel quart d'heure de retard parisien. Alors, c'est Jean-Arthur et Christophe Gaulle qui se chargeront de la session de questions-réponses. Moi, pour la table ronde, je serai votre voix, avec déjà un premier jeu de mots, VOIE et VOIX, parce qu'il faut bien, si je n'ai pas besoin de vous repréciser, les contours de ce que nous avons vécu pendant les 2 derniers mois, de la pandémie et du confinement. En revanche, il faut déjà que je vous présente les orateurs qui ont bien voulu, et on les en remercie, discuter avec nous de leur projet justement de e-santé mentale. Nous accueillons tout d'abord Margot Morgiève. Margot Morgiève qui est chercheuse en sciences sociales de la santé mentale au CERMES 3, et Jean-Arthur, ouais, je veux bien la diapo, à l'Institut du cerveau et au CHU de Montpellier. Margot Morgiève qui fait partie de l'équipe de concepteurs que vous voyez là sur l'écran de la plateforme Covid Out. Elle sera accompagnée, en tout cas elle sera suivie, de Kathleen Turmen et Anaïs Lejanic, toutes les deux chargées de projets dans une unité mixte INSERM Université de Paris, et Anaïs Lejanic est aussi rattachée à l'APHP, qui nous parleront de l'application Stop Blues et de sa plateforme web, qui était déjà disponible avant le Covid-19, mais qui a fait une page spéciale Covid-19. On voit ici la diapo avec l'ensemble des éléments qui sont trouvables sur le net. On accueillera aussi pour le projet Trauma Prevent Thomas Gargot, qui est psychiatre, doctorant en informatique à la Pitié-Salpêtrière, à, attention, le titre, Institut des systèmes intelligents et de la robotique et au laboratoire Cognition humaine et artificielle de Paris 8. Il est avec Guillaume Ferron, qui est développeur et ingénieur pour la presse et les services numériques, et qui, sur son temps libre,
je le dis si jamais il y a des preneurs, développe des logiciels open source. Aussi, dans notre panel, nous accueillons Igor Thirier, psychiatre hospitalier et auteur du blog assez incroyable et que je vous recommande, Aliéniste et Rockologue, oui, oui, pour le chatbot Owly, qui sera secondé, et on en est bien content, de Lee-Antoine, qui est père aidant en santé mentale professionnelle. Alors, Owly n'a pas été spécifiquement conçu pour la période de Covid-19, mais ces deux concepteurs pourront nous proposer un retour d'expérience justement sur l'utilisation des outils numériques dans le domaine de la santé mentale, et c'est pas rien pour une thématique qui a quand même explosé avec le confinement. Et enfin, nous accueillerons Lucille Dupuis, qui est docteur en sciences cognitives et ingénieure de recherche en interface homme-machine dans l'équipe SAMPSI de l'Université de Bordeaux, qui représentera l'application Canopée du CHU de Bordeaux avec Jean-Arthur Nicolo-Franqui, qui aujourd'hui est un petit peu à toutes les places, mais voilà. Merci à toutes et tous d'avoir accepté l'invitation de la SMT pour parler de vos projets. Et j'utilise ce signifiant de projet pour rentrer déjà dans le vif du sujet. La pandémie a fait l'objet de nombreux appels à projets Covid-19 que vous avez vu passer, de nombreux questionnaires aussi pour des projets de recherche sur le Covid-19. Donc, Margot, puisque tu représentes Covid Out, qui affiche quand même clairement la couleur et sa spécificité, je me tourne vers toi. Cette plateforme-là constitue en fait la première brique d'une recherche qui est intitulée CovAdapt, mais elle ambitionne aussi de donner des outils aux personnes qui sont en souffrance psychique du fait du confinement. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que tes collègues et toi, vous avez développé cette plateforme? Parce que je n'ai pas l'impression que vous aviez des développeurs parmi vous initialement. Et puis la question qui tue, est-ce que vous avez bénéficié d'un financement? Donc, merci déjà pour l'invitation à cette table ronde. Donc, pour la genèse du projet, effectivement, alors c'est plutôt l'inverse, c'est qu'on était au début un groupe de chercheurs réunis autour de l'Institut Adaptation et de Christian Clot, à réfléchir, comme beaucoup d'autres chercheurs, à l'impact de la crise liée au Covid, mais plus générale que la crise sanitaire, évidemment, sur les personnes en population générale et plus particulièrement sur leur stratégie d'adaptation. Et donc, avec ce groupe de chercheurs multidisciplinaires, on a mis en place une étude d'observation qui permet d'évaluer vraiment au cours du temps l'évolution des stratégies mises en place par les personnes depuis le tout début de la crise. Ça continue encore aujourd'hui. On en est déjà au 5e questionnaire qui a été envoyé. Et au sein de ce groupe de chercheurs, on a un sous-groupe de chercheurs à avoir voulu essayer d'apporter en complément de cette dimension vraiment observationnelle, une dimension plus interventionnelle. Et donc, on a réfléchi ensemble à comment en fait pouvoir proposer des outils concrets aux personnes qui sont en difficulté, que ce soit chronique ou passagère, en lien avec la crise. Et donc, on a développé COVIDout. Alors, en 2 mots, techniquement, c'est une web application, mais ça s'apparente à un site web qui permet d'avoir des contenus sur différentes thématiques qui nous ont semblé pertinentes. Donc, évidemment, l'adaptation, mais aussi les gestes sanitaires, le sommeil, etc. Et puis, différents programmes d'entraînement aussi, tels que le sport, la mindfulness ou l'art-thérapie, où les personnes peuvent s'inscrire et vraiment avoir plus une évolution. Et une autre partie du site qui permet aux personnes de s'évaluer au quotidien, donc soit juste en indiquant leur humeur, je me sens bien, pas bien du tout, etc., soit en évaluant les sphères qui nous ont semblé pertinentes et potentiellement assez impactées par la crise, donc notamment le sommeil, la nutrition, les relations, ce genre de choses. Donc, on a développé ça, mais très, très vite, enfin très, très rapidement quand le confinement a été annoncé. Et effectivement, pour répondre en même temps à la question qui tue des financements, on a commencé sans aucun financement au début et sans garantie de financement. Et donc, c'est vrai que c'était aussi un engagement humain et individuel fort de vouloir essayer de faire quelque chose en dehors d'être assuré vraiment d'en avoir les moyens. Et donc, on a contacté une équipe. Ensuite, par la suite, on a quand même eu la Fondation fondamentale suisse, le Congrès français de psychiatrie et le campus biotech qui nous ont soutenus. Et on avait vraiment besoin de leur aide pour y arriver à cette version-là qui est encore évolutive. Et on a contacté en même temps une société qui s'appelle Agoralogie pour essayer de développer techniquement la chose. Parce que, comme tu l'as dit, Héloïse, parmi nous, on n'est pas développeurs nous-mêmes. Et ce qui me semble important, c'est que si on a contacté cette société en particulier, c'est qu'on avait une histoire commune, en fait, effectivement. Et j'aime bien l'idée de maillage dont a parlé Jean-Arthur précédemment. Et cette histoire commune était vraiment importante, c'est qu'on avait déjà développé des dispositifs pour les troubles obsessionnels compulsifs ou une application qui s'appelait Crazy App qui permettait d'évaluer les représentations liées à la santé mentale en population générale.
Et cette application, au lieu de faire réagir comme ça se fait traditionnellement à des vignettes cliniques, qu'est-ce que vous pensez de la schizophrénie, du trouble obsessionnel compulsif ou autre, on faisait réagir à des petites vidéos de personnes présentant des troubles qui parlaient vraiment de leur vécu au quotidien sans le nommer. Et donc ça semble extrêmement important parce que la plupart des sociétés ne savent pas forcément comment fonctionne un chercheur, quels sont aussi les impacts de la thématique liée à la santé mentale. Et ça nous permettait vraiment de partager une culture commune forte, en fait, ensemble avec ce groupe de chercheurs qui sont mentionnés là et le groupe d'ingénieurs. Et ça me semble vraiment un élément important de partager voilà, un langage commun, un fonctionnement commun, et ça nous a permis de fonctionner de façon extrêmement agile, comme on dit, et itérative, où au cours d'une même journée, on pouvait à la fois réfléchir à l'outil qu'on développait, comment le développer et le développer, ce qui n'était pas toujours évident non plus, en se connaissant justement vraiment très bien les uns les autres. Parce qu'effectivement, d'habitude, traditionnellement, on a un projet, on écrit le cahier des charges, on fait un prototype et on le développe, alors que nous, on a vraiment tout fait en un seul moment, en un temps extrêmement réduit, puisqu'on n'avait que 3 semaines pour faire ça, avec aussi beaucoup d'experts qu'on a sollicités, qui nous ont envoyé depuis chez eux des vidéos, etc. Où on sentait qu'il y avait vraiment aussi une volonté de s'investir et de pouvoir proposer des outils par rapport à la crise. Et peut-être le fait qu'on a pu développer aussi vite ça, une certaine frustration était dans le fait que d'habitude, ce qu'on aime, c'est quand on développe des outils de ce genre, c'est d'utiliser une méthodologie qu'on appelle de conception participative, où on implique très très en amont les personnes qui sont utilisatrices, qui présentent les troubles dans la conception. Et ce qu'on n'a pas pu faire dans ce cadre-là, parce qu'effectivement, je pense que ça a marché en un temps aussi court parce qu'on était très peu et qu'on se connaissait très bien, que ce soit dans nos disciplines, la psychiatrie, les sciences sociales, etc., et dans nos fonctionnements personnels et individuels aussi. Et du coup, on n'a pas pu se permettre d'inclure quelqu'un qui soit extérieur à ça. Donc peut-être juste pour dire 2 mots sur la conception participative, j'ai notamment contribué au développement de l'application EMMA, de prédiction et de prévention des conduites suicidaires, qui est portée par le professeur Courter à Montpellier. Et là, par exemple, au 2e jour de conception, on avait déjà un groupe de 6 patients, donc 6 personnes qui présentaient des idées et des comportements suicidaires, qui étaient présentes autour de la table et qui ont vraiment pu indiquer qu'elles souhaitaient voir dans l'application, ne pas voir le rythme des questions, etc., qui ont pu le tester pendant 3 mois. Et seulement après, on a développé l'outil final. Or, on n'avait pas du tout ce temps-là pour Covidact, où il y avait quand même une forme d'urgence à développer. Voilà, j'ai peut-être respecté mon temps de parole. Mais oui, Margot, j'allais dire, justement, c'est très important d'avoir redéfini ce concept de conception participative. Et puis, de toute façon, on va y revenir, puisqu'il y a des dispositifs là qui sont présentés aujourd'hui qui ont été conçus de façon plus participative, mais parce qu'il y avait le temps. Parce que, comme tu l'as bien souligné, il y a eu une dimension d'urgence qui a poussé aussi des petites équipes à travailler de façon très légère, très agile. Et il me semble que c'est un peu ce qui s'est passé aussi pour le projet Trauma Prevent, qui est encore un projet, mais qui a une belle page web, une vidéo de présentation qui est excellente et que vraiment je vous recommande à toutes et à tous. Alors Thomas, précisément, tu as collaboré avec des ingénieurs, dont Guillaume, pour démarrer ce projet-là avec une volonté de fonctionner, c'est quand même assez ambitieux, à la fois ambitieux et empreint d'une certaine éthique, en open source et de façon rapide. Alors pourquoi ? Pourquoi est-ce que vous avez choisi, avec Guillaume, ce mode de fonctionnement-là et qu'est-ce qu'il apportait de plus à votre projet que, par exemple, une grosse institution, peut-être avec des rouages de grosse administration, des financements, mais donc aussi des rouages un petit peu plus lents, n'aurait pas pu réaliser? Alors, juste en une seconde, l'idée de Trauma Prevent, donc c'est encore un prototype et voilà, c'est encore un projet. L'idée, c'est de voir comment on pourrait détecter de manière très précoce les risques suite à un trauma psychologique et quel type de trauma psychologique pourrait évoluer vers un centre de stress post-traumatique, qui est vraiment en fait la chose handicapante avec des réminiscences, des hallucinations, des cauchemars, des flashbacks, donc des hallucinations, pardon. Un fort stress, des évitements qui apparaissent. Et voilà, moi j'ai été un peu choqué dans mes études dans la gestion précoce, en fait, après le traumatisme. Et donc on a profité un petit peu pour faire l'état de l'art par rapport à quelques conférences, quelques articles que j'avais déjà lus et en fait qu'on avait déjà présenté dans une association, dont je fais partie de l'association, la Fédération européenne des internes de psychiatrie, sur qu'est-ce qu'il faut faire dans les 24 premières heures.
Et en fait, donc, dans les 24 premières heures, on peut déjà évaluer l'intensité du trauma, les facteurs de risque qui vont, pour lesquels il va y avoir certaines personnes qui vont évaluer vers un centre de stress post-traumatique. Et puis, il semblerait que le fait de débriefer, le fait de parler du traumatisme, en fait, ce qu'on fait spontanément, sans forcément de formation, et ce qu'on peut voir faire aussi par des psychologues, par des psychiatres, ça augmenterait paradoxalement la mémorisation et ça augmente en fait les syndromes de stress post-traumatique à long terme. Donc en fait, l'idée donc c'était d'évaluer les facteurs de risque, les facteurs préventifs du syndrome de stress post-traumatique après un trauma, et puis d'évaluer certaines stratégies émergentes qui apparaissent dans la littérature, où par exemple l'ancien président de l'ECNP, European College of Neuropsychopharmacology, lui m'avait beaucoup choqué lors d'une école d'été à Oxford. Il disait, voilà, surtout ce qui est important, c'est le soutien social et familial, et il est important de ne pas psychologiser, pas psychiatriser, et surtout presque ne rien faire. Voilà, l'écho-crâne là sur la diapo, en fait, elle dit attention, ça marche pas ou c'est risqué. Et il y a des chercheurs qui vont même plus loin en disant peut-être qu'on pourrait bloquer la mémorisation avec des jeux visio-spatiaux. Donc en fait, l'appli elle est assez simple dans son idée. L'idée, c'est un petit questionnaire pour évaluer l'intensité du trauma, et puis après rediriger vers un psychologue via des numéros de téléphone et des cellules d'écoute habituelles, un soutien familial en expliquant un petit peu ce que c'est, et puis un jeu visio-spatial. Et donc, on avait fait cette analyse de cet article à la Fédération européenne des psychiatries sur l'utilisation de Tetris. Donc voilà, j'ai contacté assez rapidement là, les collègues avec lesquels on a fait cet article. Et puis, un peu par hasard, je suis un petit peu dans les réseaux qui sont intéressés à la science ouverte, au logiciel libre, notamment avec une association qui s'appelle Accure Research, avec l'idée de rendre la science plus transparente, plus reproductible, et de faciliter l'accès aux logiciels, aux publications plus large possible, au public le plus large possible. Et puis dans ces réseaux, en fait, je suis tombé sur la plateforme Data Against Covid qui faisait beaucoup de choses déjà sur le Covid et qui développait un tableau de bord sur le Covid. Et voilà, c'est un peu comme ça qu'on s'est rencontrés avec Guillaume, donc uniquement à distance, parce qu'on était en plein confinement. Et voilà, qu'on a commencé à travailler ensemble avec l'idée de l'avantage de l'open, de l'utilisation de logiciels libres, de cet esprit libre, c'est que chacun peut contribuer avec une histoire de licence qui est très très claire dès le début. Voilà, l'idée c'est que ça puisse être utile un peu comme Wikipédia au plus grand nombre. Sans histoire de copyright qui peuvent bloquer des choses, de financement. L'idée, c'est qu'ensuite, on puisse rapidement changer d'échelle parce que le code étant, une fois qu'il est fait dans une langue, finalement, ce n'est pas très compliqué de le changer dans d'autres langues. Donc, quand tu parles de la vidéo, on a rejoint par exemple un hackathon, donc c'est un rassemblement. Donc, habituellement, ça se fait en face à face. 100, 200 personnes. Là, c'était plus 2000 personnes sur Internet, qui était organisé par la Commission européenne. L'idée, c'était de développer un peu des projets pour répondre au Covid. Et donc, c'est dans ce cadre-là, en fait, qu'on a fait cette petite vidéo, qu'on a fait ce petit résumé et qu'on a essayé de structurer les choses. Donc, pour l'instant, on n'a pas de financement. On a la recherche de financement et puis d'aide au niveau développement. Voilà, mais donc décider d'être ouvert, d'être transparent par rapport à qu'est-ce qu'on allait faire des données, et puis d'être assez flexible, assez agile. Peut-être que Guillaume, il peut présenter un petit peu Data Against Covid. J'allais demander à Guillaume, effectivement, Data Against Covid d'une part, et puis spécifier peut-être ce que sont les valeurs de l'open source du point de vue d'un développeur avec qui potentiellement des psychiatres pourraient vouloir travailler sur des outils numériques. Oui, alors je vous remercie de me donner la parole. Alors Data Against Covid, c'est une initiative qui est née en mars, donc au moment où il y avait un gros besoin de personnes qui travailleraient à essayer de comprendre ce qui se passait. Ça a réuni des ingénieurs, des data scientists, des ingénieurs en intelligence artificielle également, autour de 25 projets aujourd'hui, dont Trauma Prevent est un des projets, on va dire, issus de ça. Mais c'est
profondément individuel. Et on s'est regroupé vraiment pour faire des choses et on a tenté de faire des choses pour le bien commun. Et c'est en ça que ça rejoint l'open source. C'est tout l'enjeu en fait de l'open source. Alors, il y a open source et open source. Open source, c'est juste voir le code et puis pouvoir le lire. Mais il y a aussi FOSS, free and open source, free de libre. Et donc, voilà, c'est cette idée de faire du code qui est non seulement lisible, mais compréhensible, clair, partagé. Nous, le Trauma Prevent est en licence GPL v3, ce qui est vraiment une licence très, très open source. Si quelqu'un reprend ce projet, il devra le laisser open source. Alors, bon, après, c'est évidemment Thomas qui pilote et qui peut à tout moment éventuellement décider de changer ceci ou cela. Mais moi, c'est dans cette optique que je suis rentré. Là où l'open source peut vraiment donner quelque chose à tous les projets scientifiques et puis également donc, dans les domaines de la psychologie, de la psychiatrie, c'est que ça permet d'avoir des gens comme moi, on va dire, mais plein de personnes en fait, qui vont pouvoir réagir très vite pour essayer de comprendre un problème auquel ils ne sont pas forcément très familiers et produire tout de suite un prototype, tout de suite une solution. Donc, typiquement, si on est dans le cas, je rebondis, mais dans le cas de ce que Margot expliquait tout à l'heure, avec donc des délais très courts, il faut faire quelque chose rapidement, on peut compter les uns sur les autres, c'est sûr. On peut aussi essayer de se tourner vers des développeurs qui œuvrent sur GitHub. Alors, évidemment, le problème, c'est qu'il n'y a pas de ressources centralisées, d'endroits très particuliers. Il faut connaître, il faut pouvoir rentrer, il faut avoir quelques contacts. Mais une fois qu'on est rentré, on peut trouver rapidement en fait, des gens qui vont être suffisamment compétents pour aider, parfois très très compétents. En fait, ça dépend sur qui on tombe. Là où ce projet, moi, personnellement, il m'a intéressé, c'est que finalement, c'est le seul projet de psychologie, vraiment dur, de psychiatrie, qui a été sur Data Against Covid. Il y avait beaucoup de data visualisation, beaucoup d'épidémios, beaucoup de choses comme ça, mais pas beaucoup de psychologie. Et donc, moi, j'étais journaliste avant, c'est des sujets qui m'intéressent, et donc c'est pour ça que je me suis raccroché. Là où ça a été intéressant pour Trauma Prevent, c'était donc de m'avoir, d'avoir également Biram Sen qui nous a rejoint, qu'on a un autre développeur en fait, avec qui on a développé une première plateforme web, et puis là, on est en train de développer une plateforme mobile avec un langage qui s'appelle Flutter, en fait, qui permet de faire des applications mobiles. Et donc, ensemble, on s'est mis à la tâche. Ça, c'est donc la force de l'open source pour Thomas, c'est d'avoir pu arriver avec un projet, trouver des gens et faire ce qu'il y a à faire. La limite de l'open source, c'est d'aller plus loin. C'est-à-dire qu'à un moment donné, chacun travaille bénévolement sur son temps libre. Et donc, tout est dans la capacité à construire des équipes de plus en plus grosses pour trouver en fait des appels d'air en termes de ressources humaines. Et c'est là où c'est difficile. Aujourd'hui, nous, avec Trauma Prevent, on a avancé, on va dire, moi, à Vunet, on est à 60% de la solution, 60, peut-être 70% de la solution. Et il faut impérativement qu'on arrive à trouver soit d'autres développeurs open source qui seraient intéressés pour rentrer dans le même type de projet et pour terminer, soit éventuellement partir vers des développements financés. Là où Thomas a pu bénéficier de quelque chose, en tout cas avec moi, avec l'open source, c'est de construire le projet et donc d'arriver à avoir une première vision de ce qui devait être fait. Donc le sens de mon discours, c'est que l'open source ne résout pas tous les problèmes, mais par contre, il résout le premier problème qui est de décoller, de partir. Une fois qu'on a décollé, ensuite, il faut essayer de se réorganiser. Et après c'est idéologique, mais je reste toujours dans l'idée qu'il faut conserver le code libre et ouvert, de telle manière à ce que la dynamique de cette liberté soit préservée. Mais Guillaume, il faut que je t'arrête parce que sinon je vais pas réussir à terminer ma table ronde. Mais je dis ça en riant, mais je pense que tu vas recevoir quelques mails dans ta boîte mail te disant qu'il y a des psychiatres qui ont des projets parce que tu vends plutôt bien la chose. Du coup, on a entendu l'appel au fait qu'il y a des développeurs et qu'une fois qu'on a une porte ouverte, on peut y aller. Guillaume, tu seras notre porte ouverte aujourd'hui. Mais on avait besoin justement de ces rappels-là sur l'open source, sur le fait qu'il y a des possibilités et des limites. Mais peut-être qu'on y reviendra justement dans la séance de questions-réponses parce qu'il se peut qu'en tant que notre expert du jour, tu sois sollicité.
Alors, juste un mot par rapport quand même, Data Against Covid a permis de faire voilà, le tableau de bord qui va suivre le nombre de gens hospitalisés, le nombre de gens malades, le nombre de gens qui retournent à la maison, qui est utilisé, qui est présenté pour chaque point gouvernemental tous les jours. Donc, C'est quand même pas rien. Voilà. Ouais. Ça fait quand même et il fallait le dire. C'est intéressant. Et tout ça avec des bénévoles. Ouais, et on entend, c'est un peu ce qu'on a entendu avec Margot aussi, c'est-à-dire c'est au prix de son propre temps lorsque ce sont des structures qui débutent, qui décollent, qui sont très agiles. Alors précisément, on n'a pas que des dispositifs de ce type dans notre panel, c'est un peu la raison pour laquelle on voulait contrebalancer, puisque on a des dispositifs qui ont été financés, on a des dispositifs qui sont un peu plus institutionnels, notamment le vôtre, Kathleen et Anaïs, c'est-à-dire Stop Blues, qui n'a pas été créé en temps de Covid-19, mais qui a créé une page spécifique pour ce que l'Académie française nous demande aujourd'hui d'appeler la Covid-19. Et de ce que j'ai remarqué, on n'a quand même pas tout à fait le même positionnement vis-à-vis du public, puisque côté Trauma Prevent, il s'agit quand même de personnes qui ont subi un certain nombre d'événements qui risqueraient de devenir traumatiques. Du côté de Covid Out, on a quand même un positionnement pour que des personnes, disons, qui ne vont pas très bien, ou en tout cas qui n'allaient pas très bien au moment du confinement, puissent bénéficier d'un certain type d'outils. Kathleen et Anaïs, vous, à qui est-ce que vous avez destiné les informations qu'on peut trouver dans la section Covid-19 de Stop Blues, et en quoi est-ce que ce public-là, en tout cas l'envie de s'adresser à lui, a influencé la forme du message? Alors, c'est vrai qu'on avait juste une rubrique à créer, mais on se retrouve un peu dans ce que raconte Margot là, sur la période intense, avec un petit groupe à réunir justement qui se connaît, qui a déjà travaillé ensemble. Le fait qu'on n'ait pas non plus de développeurs en interne. Donc, je tiens à remercier le développeur avec lequel on travaille, VO2 Group, qui a accepté gratuitement de nous passer un de ses développeurs pour travailler avec nous sur la création de cette rubrique supplémentaire, vu qu'on n'avait pas non plus le temps de chercher effectivement des financements supplémentaires dans l'urgence comme ça. Oui, là, si on parle, petite parenthèse sur la question du financement, donc c'est là, on l'a entendu dans les 3 derniers projets, effectivement, on est dans le public, il y a peu de financement, donc on n'a pas du tout les mêmes moyens que le privé. Donc si, évidemment, je ne parle même pas de Google, mais même des partenaires privés de la tech dans le domaine de la santé, c'est vrai que le public a un vrai retard par rapport à ça. Et en fait, je pense que ce qui est très important, c'est vraiment d'éviter de reproduire, d'essayer d'aller, de reproduire ce que fait le privé. Hein, c'est un peu comme le journal de France 2 qui veut désespérément ressembler au journal de TF1. L'idée, c'est vraiment de faire quelque chose qui est spécifique à ce que nous, on sait faire, à nos savoir-faire. On parlait tout à l'heure d'agilité, j'entendais des dynamiques de légèreté. Le problème, c'est aussi que mobiliser les gens bénévolement, ça peut aussi poser problème. Donc, à mon avis, le public a vraiment un créneau à trouver avec ses propres spécificités dans le domaine du développement des outils technologiques. Alors, il y a déjà, on a une expertise qui est haute, hein, qui est reconnue. Il y a de nombreux chercheurs et des praticiens qui travaillent, qui ont des connaissances de pointe. Il y a aussi la question des réseaux. Là, on parlait tout à l'heure, Margot parlait de la possibilité de mobiliser des réseaux. C'est exactement ça. On est la PHP, l'INSERM et bien d'autres. C'est un vivier de personnes qui peut nous parler, qui peut faire justement des vidéos, nous aider, qui est important. Et il faut vraiment le noter. Il me semble aussi que votre positionnement n'est pas le même parce que vous êtes côté santé publique. Ça change quand même un peu quelque chose. Oui, tout à fait. Tout à fait, ouais. Et on a eu un financement pour ce projet, donc le projet initial Stop Blues, qui est un financement par Santé publique France. Voilà, donc effectivement, ça ne nous a pas amené à viser forcément le même public. On a créé un projet qui est de prévention primaire du suicide, donc quelque chose qui est très en amont pour pouvoir agir sur le mal-être des gens dès le début, avant la crise suicidaire, avant le passage à l'acte, tout ça. On est vraiment dans l'idée de la définition de la santé telle que la donne l'OMS, où c'est le bien-être physique, mais aussi mental et social qu'il est important de prendre en compte.
Voilà, et donc pour toucher ce public très large en mal-être, on a choisi de donner de l'information, principalement sous forme de vidéos, que les gens n'aient pas à se plonger dans une lecture longue, fastidieuse, vraiment que l'information leur soit donnée simplement par des vidéos courtes, avec des experts les plus pédagogiques possibles. Après, ça dépend toujours des gens, hein, et avec des témoignages, donc qui permettent de faire passer comme ça des messages clairs, déstigmatisants, et sans submerger les gens de trop d'informations dans tous les sens. Voilà, et donc pour cette rubrique supplémentaire Covid-19, on était vraiment d'autant plus dans l'idée comme ça qu'il y avait beaucoup d'informations et que nous, on allait en choisir quelques-unes pour faire passer des messages simples aux gens. Alors, est-ce que c'est ça que l'OMS a appelé l'infodémie? Non, pas encore. Ah, La littératie en santé. C'est vrai qu'on a beaucoup travaillé sur la question de simplification des messages. Ça, c'était vraiment une idée derrière Stopblues qui s'est finalement imposée à nous au fur et à mesure du travail, en travaillant avec des icônes, des petits bonhommes. On a aussi travaillé des équipes de recherche justement pour parler de collaboration qui travaillent en littératie en santé pour nous aider justement à donner de l'information simple pour que les gens puissent s'empowermenter et justement eux-mêmes travailler sur leur santé. En parallèle, on a également travaillé sur la question de l'infodémie parce que effectivement, donc ça c'est un nouveau terme en fait, qui est une fusion entre information et épidémie qui a été développé par l'OMS et qui en fait dit qu'on a un flot d'informations hallucinant, notamment dans le cas du Covid-19, qui a dévalé sur tout le monde et c'est difficile en fait de savoir de quoi il s'agit. Donc nous, l'idée de cette rubrique Covid-19, c'était vraiment de donner peu d'informations, mais de qualité et fiable. C'était vraiment l'idée pour que les gens n'aient pas justement ce flot d'informations perpétuel qui est en fait un peu continu, un peu aliénant comme ça, qu'on se reçoit tous depuis 2 mois, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a quand même la plupart des dispositifs là qu'on entend aujourd'hui déplier sont des dispositifs qui visent à donner de l'information. Alors, Stopblues a été porté institutionnellement et je vais maintenant m'adresser à Lucille et à Jean-Arthur parce que vous aussi, vous faites partie d'un dispositif qui a été porté institutionnellement puisque Canopée est quand même le fruit du travail d'une grosse équipe de recherche au CHU de Bordeaux. Et j'ai entendu dire, bon, à la fois qu'elle a reçu des fonds, ça ne m'étonne pas, mais aussi un certain soutien de la direction du CHU qui a trouvé le projet particulièrement intéressant. Alors, grande question pour une néophyte, qu'est-ce qui rend cette application si spécifique dans sa conception? Pourquoi est-ce qu'elle est intéressante? Bon, ben alors, je vais répondre, oui, peut-être la chose particulière de Canopée, c'est que depuis quelques années, dans notre équipe avec Jean-Arthur, on travaille sur des agents conversationnels. Donc, même si, voilà, Canopée, par contre, pour l'instant, on n'a pas encore eu de financement, mais on se base sur des précédents financements pour avancer dessus. Et en fait, les agents conversationnels, c'est donc ce qu'on voit sur la diapositive, c'est que c'est des petits personnages qui parlent aux gens. Et ça, c'est en se basant sur de la conception participative, comme en parlait Margot. On s'est rendu compte que les patients, ils préféraient répondre à des questions de santé à une interface visuelle qui bougeait, qui parlait, plutôt que de juste cliquer sur des boutons ou de remplir du texte sur un écran. Et donc, ça, c'est des résultats qu'on a obtenus sur des précédentes études. Et donc, on s'est basé sur ces résultats pour se dire, OK, peut-être que dans le contexte du Covid également, on peut se servir de nos agents conversationnels pour savoir si les personnes ont des troubles du sommeil ou ont des troubles de l'addiction, parce que c'est les deux domaines d'expertise des médecins de l'équipe. Et donc voilà, c'est un peu le principe de cette application Canopée, c'est de faire un dépistage et un suivi des troubles du sommeil et de la consommation de tabac et d'alcool. Et donc en fait, donc cette application, ça fait maintenant presque un petit peu 3 semaines qu'elle a été mise en ligne gratuitement sur juste pour Android pour l'instant sur le Play Store. Et donc en fait, on propose aux utilisateurs de répondre à un petit entretien de dépistage
un petit entretien clinique pour dépister donc des possibles troubles du sommeil dus au confinement ou au contexte du Covid, et aussi des troubles de la consommation d'alcool et de tabac. Et donc, en fait, le processus de prise en charge, une fois que le patient a répondu à ce petit entretien de dépistage, donc qui est vraiment de 10 minutes maximum, en fonction des réponses, on va proposer soit quelque chose, si on remarque que voilà, le trouble dépasse pas un seuil critique, on va proposer des conseils d'hygiène simples. Donc, par exemple, pour le sommeil, garder des horaires fixes, éviter de regarder la télé au lit. Pour l'addiction, pour la consommation d'alcool ou de tabac, pas plus de 2 verres d'alcool par jour, par exemple. Et si un seuil clinique, donc ça qui est défini avec les médecins qui travaillent dans l'équipe et qui ont participé à la conception, si un seuil clinique est dépassé, dans ce cas-là, on met en place des outils de suivi. Et donc, pour le sommeil, on propose un agenda du sommeil, où donc tous les jours, la personne peut rentrer ses horaires de lever, de coucher, etc. Côté addiction, on propose un agenda de consommation, où là, on peut rentrer combien de verres d'alcool, de tabac on a consommé. Alors justement, j'avais une question là-dessus, je suis désolée de te couper, mais j'ai testé à peu près tout. Donc, moi, je me suis dit, parce que tu disais, les gens préfèrent répondre à un agent conversationnel. Perso, autant je dors très bien, c'est pas un problème. Autant le moment où je me suis retrouvée face au questionnaire sur les verres de pinard, je me suis dit, oh, est-ce que j'assume qu'hier j'en ai bu 3? Et je me dis, les gens donc préfèrent parler à un agent conversationnel. Est-ce que ça veut dire qu'en fait, les informations qu'ils vont recueillir vont être plus valides si on les recueille de cette façon-là, qu'on va moins essayer de truander si on est en train de répondre à un agent conversationnel qu'à un questionnaire? Ben alors, c'est après qu'est-ce qu'on appelle la validité. Donc, nous, on avait testé ça dans des précédentes études au sein de l'équipe, où on comparait, par exemple, un diagnostic de dépression qui avait été fait par un médecin psychiatre et un diagnostic de dépression qui avait été fait par un agent conversationnel. Et en fait, on avait vu que quand même, c'était très proche. Donc, si on considérait que la validité, c'était le diagnostic fait par le médecin, on avait trouvé que l'agent conversationnel, il arrivait à avoir un diagnostic très proche d'un vrai médecin. Donc voilà, après, c'est sûr, est-ce qu'on va essayer de truander avec le vrai médecin à qui on n'ose pas dire que voilà, on a bu plus que ce qu'on avait espéré ou... Après, voilà, mais on avait fait des tests sur la validité clinique des diagnostics faits par les agents conversationnels et on avait été plutôt positivement surpris par, oui, effectivement, c'était fiable, les diagnostics qui étaient faits. Alors, ça m'intéresse tout particulièrement parce que j'ai bien remarqué que l'ensemble des dispositifs cherchaient quand même à glaner des informations. Mais il y a une autre partie, et là, tous les dispositifs ont ce point en commun. Il y a une autre partie, outre la valence recherche, qui est vraiment la valence clinique, en fait, celle de l'apport clinique des dispositifs. C'est-à-dire, il s'agit quand même de donner la meilleure information possible à l'utilisateur, en faire d'une certaine façon un acteur de son soin. Alors, j'utilise cette terminologie-là de l'acteur de son soin parce que, Margot, c'est quand même quelque chose que tu as amené tout à l'heure. Tu disais que la dimension participative te tenait à cœur. Tu me l'avais dit au téléphone, même quand on préparait ce webinaire. On sait que l'alliance thérapeutique est quand même essentielle pour que ça fonctionne, d'où ma question, Lucille, sur la truanderie possible. Alors, Margot, comment est-ce que toi et ton équipe concevez justement la façon dont Covid Out pourrait devenir à terme, en intégrant justement les retours d'experts d'expérience, comme on dit? Comment est-ce que vous concevez la façon dont Covid Out pourrait aider la personne concernée à être plus active dans sa thérapeutique, son parcours thérapeutique? Oui, donc effectivement, Héloïse, tu as bien repéré que c'est quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur, cette notion de patient expert. Alors après, ça ne nous tient pas à cœur qu'à nous, c'est aussi qu'on s'inscrit dans une évolution plus générale de la société, avec un modèle qui était extrêmement paternaliste avant, puis qui est devenu centré sur le patient. Mais finalement, en étant centré sur le patient, ça gardait finalement une forme d'asymétrie, avec une forme qui a émergé dans les années 2000 avec le Montréal Model, qui était vraiment plus participative, en permettant une plus grande horizontalisation des soins. Donc ça, c'est vraiment cette évolution dans laquelle on s'inscrit. Donc j'ai dit depuis les années 2000, mais en fait, aujourd'hui,
culture et dans la pratique quotidienne, ce n'est pas encore toujours le cas qu'il y ait cette horizontalisation. Kathleen a parlé tout à l'heure de empowermenter le patient. Donc, c'est vrai que c'est vraiment rentré dans la culture actuelle, c'est même dans les recommandations publiques qu'il faut absolument donc, empowermenter, c'est-à-dire donner les capacités, les connaissances et les compétences aux patients ou à la personne qui est usagée de pouvoir agir et être actrice de son soin. Ça nécessite aussi véritablement toute une méthodologie pour rendre la personne vraiment véritablement actrice de son soin. Aujourd'hui, Covidoc pour nous n'est pas encore assez du tout axé sur cette dimension-là, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, on a dû le développer très très vite. À très court terme, on envisage déjà de développer un forum qui permette d'augmenter la dimension participative, donc dans les jours à venir, avec notamment la collaboration avec le LIRM, donc le laboratoire qui va venir nous aider pour créer ce forum et faire une augmentation de la modération. Donc ça, c'est vraiment à court terme. Et sinon, aussi, peut-être si on a pu développer aussi vite ce projet Covidout, c'est que même si on est parti d'une feuille blanche pour ce qui concernait du Covid, notre petite équipe de recherche réfléchit déjà depuis de nombreuses années maintenant à essayer comment augmenter la relation thérapeutique des personnes dans la diade vraiment soignant-soigné. Et donc, notamment, on a conceptualisé ça sous le nom de notre plateforme Etopsy, qui serait une forme de plateforme de nos rêves, qui permettrait de fournir les instruments à chaque diade soignant-soigné pour essayer de définir les meilleures stratégies thérapeutiques pour une personne donnée. Donc, notre plateforme, qu'est-ce que ça serait? Une sorte de grande bibliothèque avec différents objets qui soient vraiment des objets technologiques, des montres connectées, des bracelets, des domotiques, etc. et des outils thérapeutiques en tant que tels, la mindfulness, thérapie cognitive comportementale ou toute forme de thérapie, et qui permettrait vraiment d'aider chaque diade à choisir qu'est-ce qui, pour elle, va être le plus utile pour une problématique et une situation donnée. Et la théorie qui sous-tend cette plateforme, c'est l'idée de ne pas agir sur des grandes entités nosographiques telles que le trouble obsessionnel compulsif ou la bipolarité, mais plutôt vraiment d'agir sur le fonctionnement de la personne ou plutôt son dysfonctionnement au quotidien, qu'est-ce qui fait qu'elle, dans sa qualité de vie, ça ne lui convient pas, avec notamment, en étant inspiré notamment de tout ce qui est les théories de réseau proposées notamment par Borsboom. On va s'intéresser plutôt à des micro-symptômes pour une personne donnée, quelle va être l'implication entre un problème de sommeil, d'estime de soi, une rupture, etc. Et d'agir non pas sur le résultat global, mais vraiment de façon fine sur ces différentes dimensions. Et là, les nouvelles technologies peuvent nous apporter quelque chose qui était impossible auparavant, qui est vraiment une intervention et aussi une évaluation en temps réel, où du coup, on peut imaginer qu'au cours de la semaine, patients et thérapeutes définissent une stratégie et puissent, même au sein même de la semaine ou de la journée, réévaluer cette stratégie et la redéfinir si besoin, si ça marche ou si ça ne marche pas. Donc ça, on va dire que c'est vraiment le cadre général, en fait, théorique dans lequel on s'inscrit, même si actuellement Covidoc n'a pas du tout cette prétention-là, mais c'est comme pour nous l'occasion d'avoir mis notre première brique, notre premier Lego qui nous permettra par la suite de développer cette plateforme-là où il y a vraiment une augmentation thérapeutique. Et puis ça ouvre, effectivement, l'idée d'augmentation thérapeutique ouvre, me semble-t-il, une troisième voie par rapport à ce que François avait dit au début dans son ouverture, François Petitjean, à savoir, il existe pour l'instant deux réponses qui sont un peu en miroir l'une de l'autre, à savoir d'un côté un refus pur et dur des outils numériques en santé mentale au motif que ça viendrait détruire le contact humain, et puis au contraire, l'idée qu'on pourrait presque remplacer l'humain par quelque chose de numérique. Et ce que tu me dis là, mais que j'entends aussi chez Lucile, et qu'on va pouvoir entendre Igor aussi, Élie, Antoine déplier, c'est le fait que l'outil numérique puisse servir d'interface et que son apport clinique soit précisément d'augmenter la relation thérapeutique. Alors ça, justement, c'était une question que je voulais absolument poser à Igor Thiriet, et donc Lee-Antoine, puisque vous êtes tous les deux avec nous. Owly n'a pas été conçu en période de pandémie, mais ça fait un certain temps que la petite chouette existe et qu'elle ne fait pas des miracles, mais en tout cas, je l'ai vu, elle envoie des vidéos de chiens qui se font des câlins aux gens qui ne vont pas bien, comme moi qui l'ai testé un soir en lui disant que j'allais pas bien. Et j'ai l'impression que donc dans l'équipe de concepteurs, il y avait justement des personnes concernées et des personnes plus professionnelles, etc. Cette conception-là, cette façon de concevoir, comme ça, très proche des besoins des usagers, j'ai quand même l'impression que ça a influencé la façon dont le chatbot, puisque c'est un chatbot, interagit avec l'utilisateur. Alors Igor, Élie, pourquoi avoir conçu Owly
Et quelle relation est-ce que moi, en tant que patient, je vais avoir avec ce chatbot? Bonjour à tous. On reviendra sur ces histoires de chiens un peu plus tard, je pense. Euh, en fait, Oli, c'est donc un chatbot. En français, on appelle ça agent conversationnel. C'est en gros une sorte d'interface qui va pouvoir vous répondre et qui est localisée pour nous dans la messagerie de Facebook qui s'appelle Messenger. Donc en fait, Oli provient en réalité de deux autres chatbots qui ont fusionné, qui étaient préexistants. Il y avait alors mon chatbot à moi que j'avais fait avant qui s'appelait Stress et détresse, qui était quelque chose de très axé sur la crise, sur le malaise émotionnel, la détresse, que j'avais conçu dans l'idée que je pouvais pas être toujours là pour mes patients et que par exemple, la nuit, quand je dors, je voulais qu'ils aient quelque chose quand même en cas de malaise. Et je me disais qu'il fallait quelque chose de plus interactif peut-être que sur mon blog, où il faut quand même faire l'effort d'aller chercher la fiche, le machin, le truc. Donc, je suis parti là-dessus. Et puis, j'ai fini par apprendre l'existence d'un autre chatbot en français, qui était celui de Clara Falala, qui est notre troisième acolyte. Et qui est avec nous aujourd'hui, je crois. Qui est avec nous, oui, que je salue à nouveau. Et donc, en fait, c'est grâce à Lee, donc justement, qui, je le précise, n'est pas du tout là pour me seconder, c'est plutôt moi qui le seconde depuis bien longtemps déjà. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de souci, c'est très clair. Et donc, grâce à lui, nous nous sommes réunis. Ça fait un peu conte de fées, tout ça. Mais du coup, je me suis rendu compte, alors qu'en fait, on avait des chatbots très complémentaires, puisque celui de Clara était un petit peu plus axé comme un compagnon de psychothérapie entre les séances pour accompagner un petit peu les patients, leur donner des outils aussi, notamment des outils qui flirtent pas mal du côté de l'ACT, thérapie d'acceptation et d'engagement notamment. Donc du coup, on a entamé à partir de là un énorme boulot de fusion qui a été très compliqué et dont s'est surtout occupée Clara en fait. J'avoue, c'est surtout Clara qui a géré ce côté-là. Voilà. Et donc du coup, là on en arrive un petit peu finalement au rôle de Lee, à qui je peux proposer justement, s'il le souhaite, de détailler un petit peu son influence. Ah bah oui, et puis Lee, tu peux aussi nous expliquer voilà, ce qu'il y a de spécifique à Oli, sa plus-value pour les personnes concernées, quoi. Ouais. Donc, en fait, moi, quand ça allait pas, et puis même comme là, il y a plein de personnes qui vont pas bien, j'ai beaucoup utilisé les forums, les chats, et des applications. Et il y a un chatbot qui existe en anglais qui s'appelle Woebot et où il n'y avait pas vraiment d'équivalent français et où c'était quelque chose qui m'aidait entre autres. Et donc, voilà, c'est vraiment les outils numériques qui ont pu m'aider en partie, notamment quand on se retrouve tout seul, etc. Donc là aussi, l'intérêt de Oli, c'est s'il y a des personnes qui sont assez isolés géographiquement ou qui ont 9 mois d'attente pour avoir un rendez-vous ECMP, voilà, qu'elles puissent avoir un truc en attendant. Et puis, elle est très utilisée aussi, je crois que c'est genre de 22h à 3h du matin, c'est là où il y a le plus de monde qui l'utilise. Donc, c'est aussi à des moments où c'est pas forcément possible de parler vraiment à quelqu'un. Et puis, il y a eu des retours de personnes qui disaient en fait, ça m'a permis de ne pas aller aux urgences et de voir mon psy le lendemain. Des choses comme ça. Et là, dans le cadre du Covid, voilà, Clara, tu me reprends dans le chat si jamais je dis des bêtises. Du coup, il y a mes modules qui sont les plus utilisés, c'est celui sur la gestion de crise et les outils de gestion de l'anxiété de façon générale. Et il y a eu 10% d'utilisateurs en plus entre février, depuis le début de la période du Covid. Et puis, les personnes sont beaucoup plus connectées et reviennent beaucoup plus chaque jour. Et donc, on voit qu'il y a un besoin un peu constant comme ça. Voilà, donc du coup, on a fait ce petit truc au début. On s'était jamais vu en vrai, tous les trois.
Donc, bon, bah, on va faire un truc tous les trois. Et donc, bah, on fait ça bénévolement et on le fait dans notre ligne dimanche ou entre deux, enfin, entre deux cours ou des trucs comme ça. C'est incroyable. Ça, c'est vraiment l'histoire des collaborations 2020, quoi. En direct live du confinement, de derrière notre couette, de chez nous. Moi, je trouve ça absolument incroyable. Et il y avait quelque chose, parce que Lise, ce que tu dis finalement, c'est que c'est quand même très utile pour des personnes qui sont en détresse. Ce que j'ai trouvé, enfin, moi, je ne connaissais pas Oli. Et de ce point de vue-là, j'ai été assez séchée quand même, parce que j'étais pas forcément très ouverte au numérique. Et là, je me suis dit, ah oui, quand même, ok, je comprends mieux à quoi ça sert. Mais j'avais quand même une question en bonne freudienne qui s'assume. Là, pour le coup, Igor, mais oui, Igor, c'est à la bonne, mais tout de même. Le chatbot pose, au fond, Lise, c'est un peu ce que tu as dit, il y a eu une surutilisation en période de confinement. Du coup, le chatbot pose quand même la question du contact humain, au sens où, Igor, tu l'as dit, c'était compliqué d'avoir accès aux fiches. Alors, il faut comprendre que les fiches, c'est celles que tu fais pour tes patients notamment, que tu mets sur ton blog, que tu postes sur LinkedIn. Je les suis, je les lis, je les trouve super. Mais je me suis dit, alors, ça brouille un peu les pistes parce qu'en fait, tes patients, ils savent que derrière la chouette, c'est toi. Alors, est-ce que d'une certaine façon, on pourrait dire qu'en utilisant cette appli, ils savent qu'ils s'adressent à toi? Et qu'est-ce qu'ils t'en ont dit éventuellement, tes patients, de l'utilisation de cette application? Oui. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dès le premier message, hein, quand on se connecte à Oli, le premier message, vraiment le premier truc que Oli vous envoie, c'est je suis un chatbot, en gros, je suis un agent conversationnel, hein, donc je ne suis pas un humain, voilà, et j'ai été conçu donc par 3 personnes. Voilà. Donc du coup, je pense que de ce côté-là, c'est assez clair dès le début. C'est-à-dire c'est affiché que c'est pas un humain en face. Il y a une certaine transparence quand même sur l'identité des concepteurs et sur leurs compétences respectives, qui sont pour le coup assez complémentaires. Et bien sûr, ce n'est pas que moi. Du coup, en pratique, ça donne quoi? Ça donne qu'il est certainement possible de me reconnaître un petit peu sur certains modules, notamment ceux que j'ai conçus moi-même. Mais c'est pas si fréquent que ça. Et puis ça, c'est à partir du moment où on me connaît déjà, où on m'a déjà consulté, en l'occurrence. Donc, j'ai effectivement certains patients qui m'ont dit ah oui, là, j'ai reconnu un conseil que vous m'avez déjà donné. Hein. Oui, oui, bon, voilà, bon, certes, c'est un peu logique tout ça. Mais voilà, et puis comme c'est envisagé dès le départ comme étant quelque chose qui vient en plus de l'humain. Là, c'est pour répondre aux Freudiens divers et variés. C'est évidemment quelque chose qui est en plus. Alors, même quand on leur dit ça, ils ne croient pas. C'est-à-dire que oui, c'est oui, mais à terme, bien sûr, à terme, il y aura l'apocalypse et puis il n'y aura plus d'humains, bien sûr. Mais en gros, c'est présenté comme ça. C'est quelque chose qui vient en plus. Et jusqu'à maintenant, j'ai quand même l'impression, malgré tout, que les patients préfèrent me voir en vrai encore. Alors, peut-être qu'effectivement, il y en a certains qui préfèrent Oli et qui ne le disent pas, c'est tout à fait possible. Mais jusqu'à maintenant, j'ai jamais vu quelqu'un finir par s'enfermer dedans et par plus voir. Au contraire, moi, j'ai plutôt l'impression que ça a tendance à faciliter la mise en contact avec les soignants et notamment les premières consultations. Hein. Ouais, puis plutôt il le y avait retour été qu'on a. aussi Hein. dans l'étude, Clara là, avait mené des études aussi et c'était ce qui était ressorti de ça. Et puis, il y a 16 000 utilisateurs, donc si tout le monde consulte Igor, je ne sais pas comment il fait. En effet. Voilà, il y a le truc là, et puis il y a ce truc il y a un mail, c'est demander régulièrement aux personnes est-ce que vous voulez contribuer pour ajouter des choses, des citations, ou est-ce que vous avez des idées, etc. Il y a un mail, et là, elles savent qu'elles contactent des personnes. Et voilà, vraiment, il y a aussi des troubles dans lesquels ça paraît plus, entre guillemets, impertinent. Moi, du coup, j'accompagne aussi des personnes en tant que père aidant, sur plusieurs, je fais plusieurs trucs, mais en tout cas, sur la rédaction de leurs directives anticipées en psychiatrie, donc en gros de leur plan de crise, mais qui serait plus à visée officielle. Et où quelque chose qui a beaucoup aidé des personnes, notamment avec des troubles bipolaires, c'est de l'utiliser et
elles étaient du coup, elles se sentaient, elles étaient beaucoup moins envahissantes avec leur entourage dans certains moments. Et où du coup, bah, ça s'est mieux passé avec leur entourage et du coup, les moments de crise étaient mieux gérés, etc. Enfin, donc, il y a aussi ce truc de, bah, elles continuent à avoir leur psychiatre, leur psychologue, elles ont toujours leurs proches, mais c'est un truc en plus qui fait que bah, ça peut aider à gérer un truc. Et puis, mon père, quand il est stressé avant une réunion, il va faire un exercice dessus, quoi. Enfin, Ah, mais alors, les exercices, non, parce que je m'y suis pliée aussi, du coup, parce que ce que tu dis là, Lee, en fait, rejoint ce que Margot avait dit sur l'augmentation de la relation entre patient et thérapeute, mais ce que tu amènes là, la dimension des exercices, c'est un peu autre chose, parce que moi, pour m'y être un peu pliée, Oli me proposait donc des petits jeux pour essayer de voir si je comprenais bien ce qui se passait dans ma propre tête, ce qui était quand même assez rigolo. Mais du point de vue, je dois dire, gamification, parce que c'est bien de ça qu'il faut parler, je crois que le dispositif qui est à la palme, et Thomas, tu as commencé à en parler tout à l'heure, c'est quand même Trauma Prevent qui propose de jouer à Tetris. Et là, j'ai quand même une question. Il y a un certain nombre de dispositifs qui proposent des questionnaires, du jeu, essayer de transformer la connaissance de soi, l'information en quelque chose d'un peu ludique. Là, moi, devant Tetris, je me suis dit, je ne sais pas, est-ce que l'équipe de Trauma Prevent a lu les guidelines de l'OMS disant qu'il fallait qu'on joue aux jeux vidéo pendant le confinement, sinon on deviendrait fou? Pourquoi, dans l'application, est-il prévu une possibilité où les gens, pour éviter d'être traumatisés, vont jouer à Tetris? Alors, bah en fait, ça, c'est un peu l'hypothèse principale. C'est un peu paradoxal, mais voilà, nous, on pense, après avoir analysé la littérature, donc, surtout un très gros papier qui nous a beaucoup marqué dans Molecular Psychiatry, donc ce n'est pas une petite gazette, qui dit qu'après un accident de voiture, si on veut éviter les flashbacks, les pensées intrusives, il vaut mieux avoir joué au Tetris qu'avoir fait un agenda de ce qui s'est passé aux urgences. Et quand on regarde, il y a pas mal de recherches qui ont été faites en sciences cognitives où on va présenter à des gens des films traumatisants avec voilà, des meurtres, des choses violentes qui vont se passer. Le fait de faire une tâche visio-spatiale, ça diminue les cauchemars, les pensées intrusives après, alors que le fait de parler du film ou le fait même de faire des mots croisés, ça va augmenter la mémorisation de cet événement. Donc voilà, nous, on n'a rien inventé. On s'est dit, voilà, cet événement fait qu'il va y avoir probablement, donc tout le monde ne va pas être traumatisé, ça c'est clair. Mais quand on reprend les données chinoises, en fait, on se rend compte que quand on a eu le Covid, il y a beaucoup de patients qui ont eu le Covid qui ont des signes de trauma, d'après les échelles qui existent. Et voilà, on peut avoir un trauma suite à une période de confinement parce qu'on s'est fait frapper par quelqu'un de la famille, parce que voilà, il y a un fort stress et il y a des relations sociales qui peuvent être compliquées. Et puis, il peut y avoir le décès tout simplement d'un proche lié à l'augmentation de la mortalité. Donc voilà, tout ça, c'est un peu issu de la littérature qui n'est pas forcément bien connue et qui est assez paradoxale. Et vraiment, moi, ce qui m'a choqué, c'est de me dire, mais en fait, nous, quand on est médecin, on nous dit d'abord ne pas nuire. Et ce que je vois à chaque traumatisme, à chaque attentat, c'est qu'on va faire un suivi médico-psychologique pour demander aux gens de parler de leur traumatisme, et alors qu'on me dit l'inverse. Donc voilà, pour l'instant, c'est des bons articles, mais il faudrait le faire sur une plus grosse population et pendant plus longtemps, parce que voilà, cet article de Tetris a été fait à 1 mois sur une population qui est trop faible, parce que dans la vraie vie, on ne peut pas avoir beaucoup de gens qui ont un traumatisme, heureusement. Et l'idée de le faire en ligne, en fait, ça facilite, on l'espère, le recrutement. Et ça permet aussi d'éviter la transmission, la contagiosité, parce que le thérapeute ou le patient, il peut avoir le Covid aussi. Donc, il y avait un peu ce double intérêt. Et ce serait assez évident de le sortir, de le pousser, cette idée-là, à ce moment-là, quoi. Ah bah, moi, je t'avoue, quand j'ai vu le choix de Tetris, je me suis dit, c'est pas possible, ça doit être pour l'acceptabilité du truc, parce qu'en bonne néophyte, moi, j'étais le profil parfait pour tester absolument tout. Je me suis dit, Tetris, quoi. Génial. Ça a l'air simple, je connais, ça me rend tout de suite l'application, au fond, beaucoup plus agréable, beaucoup plus acceptable, parce que il y a d'autres applications qui ont fait, disons, d'autres types de choix. Alors là, je me tourne
façon de parler, mais tout de même vers Jean-Arthur et Lucille. Donc, tout le monde l'a compris, je me suis prêtée au jeu, j'ai testé l'ensemble des applis, etc. Donc, ma boîte mail déborde de mails, mon téléphone a débordé de notifications. Et précisément, Jean-Arthur, l'application Canopé m'envoyait, et je me disais que c'était aussi pour maintenir un lien avec moi, peut-être jouer à quelque chose, je ne sais pas, m'envoyer une notification par jour pour bien que je pense à renseigner mes consommations d'alcool et de tabac et mon sommeil. Alors, j'imagine quand même que l'équipe, toi et Lucille, etc., avaient besoin de données de recherche, mais est-ce que ça fonctionne d'envoyer des notifications pour que les gens accrochent et se reconnectent? Et quel est le but final? Alors, effectivement, l'enjeu, c'est de pouvoir maintenir l'usage d'une application. Et donc, par rapport à la formulation de l'interface et même des questions, il y a un travail très important à dérouler. Alors, on a parlé tout à l'heure de la façon dont on pouvait répondre à la question de l'alcool, par exemple. Un des travaux importants par rapport à la question addictologique, c'est un travail en amont qui a été développé par l'équipe de Marc Aurélacombe, qui est d'ailleurs avec nous et je le salue, sur quelle est la question la plus appropriée pour évaluer, dépister la dépendance à une substance. La question sur le craving notamment et comment on peut la formuler. Et comment on peut la formuler pour que le patient puisse accepter cette question et répondre de manière valide, c'est-à-dire de manière appropriée avec ses propres état psychophysiologique en lien avec la consommation. Et donc, un des challenges des agents conversationnels autonomes sous la forme de ces interfaces ressemblant à des humains, c'est de se dire, oui, certes, il y a l'enjeu de la fiabilité, il faut que ça réponde à peu près comme un autre outil, mais il y a l'idée aussi que peut-être qu'on pourrait obtenir des sortes de biomarqueurs comportementaux dont la validité serait augmentée par la qualité relationnelle mis en place avec l'agent. Je ne dis pas que ça doit remplacer une relation humaine, mais je dis que quand on développe des agents, des chatbots, et par rapport à ta question freudienne, moi, en ayant échangé avec vous tous aussi pendant cette préparation de ce webinaire et en ayant réfléchi par rapport à nos autres solutions, quand on veut développer des choses qui remplacent l'humain, ça demande d'être très attentif à ce qui fait la qualité d'une relation pour recueillir de l'information sémiologique ou proposer des stratégies thérapeutiques. Et donc, je crois que développer des solutions technologiques, bien au contraire que de nous éloigner de l'humain, ça nous oblige de théoriser de manière très fortement sur qu'est-ce qui fait que les gens établissent une relation avec des humains, avec des objets technologiques, avec des humains au travers d'objets technologiques. Instagram, Facebook l'a très bien compris, les enjeux de cognition sociale qu'ils mettent dedans sont majeurs, et quand on voit la façon dont a été développé Instagram ou Facebook, ils ont une très forte connaissance des théories de psychologie sociale ils ont imprégné ces technologies de très fortes théories de psychologie sociale. Alors, bien sûr, par rapport à ta question, est-ce que le fait de relancer, ça soit la bonne solution? Là, c'est une stratégie d'usage qu'on a tous utilisé à peu près, parce que, enfin, sauf Oli qui nous relance pas, mais que ce soit Covidot en tout cas, ou Canopé, on reçoit des rappels et c'est très probablement un axe de recherche qu'il y a, à savoir comment favoriser l'usage, par quel type de rappel et par quelle méthode la plus appropriée on doit utiliser pour pouvoir favoriser sur le long terme des comportements de santé qu'on driverait par des solutions digitales. Des comportements de santé, et puis aussi ce que Lucille amenait, ce que tu amenais aussi, c'est-à-dire la relation avec l'outil numérique. Alors, Lucille, je vais plutôt me tourner vers toi parce que c'est quand même toi l'experte sur la question de l'informatique émotionnelle, etc. Autant Oli, c'est une chouette, c'est mignon, on a envie de lui faire des câlins. Autant, lorsque j'ai utilisé Canopé, l'agent conversationnel qui ressemble à un humain, etc., qui fait que ça marche mieux, moi, ça m'a fait une expérience un peu étrange. Alors, est-ce que c'est normal que j'ai trouvé cette expérience un peu étrange? Et comment est-ce qu'on fait pour que les utilisateurs fassent confiance à un humain en 3D? Eh ben oui, c'est complètement normal d'avoir ressenti ça, et c'est une théorie qui existe depuis qu'on essaie de créer des humanoïdes virtuels. C'est en fait, on essaie de créer un lien tout en ne paraissant pas étrange. Et il y a cette théorie de la vallée de l'étrange, ou uncanny valley en anglais, où en fait,
normalement, plus l'objet virtuel se rapproche d'un humain, plus on crée des liens avec lui. Et puis, il y a un moment où on est très proche d'un humain, mais en même temps, il y a un tout petit truc qui cloche. Et là, c'est le gouffre. On tombe dans ce qu'on appelle la vallée de l'étrange. Et on est carrément repoussé par cet humanoïde bizarre qui est presque un humain, mais pas un humain. Et donc, qui repousse et qui fait diminuer l'acceptabilité. Et donc, en fait, comme tu dis, voilà, l'apparence, c'est quelque chose sur lequel on peut jouer pour faire qu'on accepte de discuter avec quelque chose de virtuel. Et donc, nous, par exemple, dans Canopé, ce qu'on a fait tout simplement, c'est qu'en amont les agents conversationnels, ça fait maintenant peut-être plus de 5 ans que dans notre équipe, on travaille dessus. Et donc, on a fait plein de tests avec des patients en leur montrant différentes apparences, différentes tenues, des hommes, des femmes, différentes voix aussi, des voix très artificielles, des voix humaines. Et on a demandé aux patients qu'est-ce qu'ils préféraient pour, en fait, justement essayer d'avoir l'agent qui plaît au plus grand nombre, quoi. Et donc, le choix des apparences qui ont été faits pour Canopé, donc Louise et Jeanne, les deux agents avec qui on peut discuter, c'est le fruit, en fait, de conceptions participatives qui ont été faites avec les patients en amont. L'Uncanny Valley, voilà, c'était ça le concept que je cherchais. Ça me rassure, je t'avoue, merci. Mais je me rends compte, justement en vous parlant, que l'application Canopé, en l'occurrence, tu l'as dit, elle est disponible sur le Play Store, donc sur Android. Mais toujours est-il que pour bénéficier des informations qu'elle me donne, parce qu'elle me donne des infos quand même, elle donne des conseils, comme tu l'as dit, il faut que je la télécharge. Et ça, c'est quand même une question, j'ai l'impression, qui s'est posée sur à peu près tous les dispositifs, toutes les plateformes, c'est-à-dire est-ce qu'on est libre ou non de s'inscrire pour avoir le contenu? Quelle partie de contenu est disponible justement plus ou moins librement avec inscription, avec le fait de donner son mail, de donner ses infos de santé, etc. Du côté de Stop Blues, Kathleen et Anaïs me tournent virtuellement vers vous. Il y a certes une application, c'est une ressource en ligne. Alors l'appli est disponible sur Android, sur iOS, mais il y a beaucoup de contenus qui sont accessibles 24 heures sur 24, sans obligation de téléchargement, sans obligation d'inscription. Moi, je me demande pourquoi avoir fait ce choix-là, mais aussi, du coup, de quoi est-ce que je bénéficierais en plus si jamais je téléchargeais l'appli? Alors, Stop Blues est donc au cœur déjà d'un projet de recherche. Donc, on avait besoin, en tout cas sur cette période de recherche, de recueillir des données. Et pour ça, on est parti de l'idée qu'il fallait motiver un peu les gens à se connecter pour que nous, on puisse donc recueillir les données quand ils seraient connectés. Voilà. Et pour ça, on avait mis au départ, en tout cas, beaucoup de fonctionnalités dans le mode privé de la connexion. Mais on a quand même eu pas mal de retours sur le fait qu'en fait, ça avait l'effet inverse. C'est-à-dire que les gens étaient bloqués assez rapidement et voilà, ça les crispait plutôt qu'autre chose. Et alors, au niveau de tout ce qui est relance, comme je l'expliquais tout à l'heure, on vise une population très large qui en est au début des symptômes de mal-être. Et on ne voulait vraiment pas que les gens qui sont en train de se dire peut-être que je ne vais pas très bien, peut-être les profils masculins qui ont plus de mal à parler de leur mal-être, à aller voir quelqu'un, voilà, qui ne se sentent pas agressés tout de suite par des notifications, alors allez faire vos questionnaires, allez voir un médecin. Voilà, on voulait vraiment quelque chose qui soit léger et qui ne les agresse pas en fait. Et c'est vrai que maintenant, en fait, l'étude s'est terminée là à peu près pendant la période du Covid. Donc on a vraiment pris le parti de mettre en ouvert un maximum de fonctionnalités. Et maintenant, si on se connecte sur Stop Blues, ça donne juste accès à 2 fonctionnalités importantes, c'est-à-dire tout ce qui est questionnaire et mood follower, et le plan de soutien qu'on peut remplir. Et donc, c'est des fonctionnalités qui sont intéressantes sur le long terme et pour lesquelles donc, il faut s'inscrire pour pouvoir avoir son suivi d'enregistré, en fait, tout simplement. Et il me semble, mais peut-être je me trompe, que si on se réfère à ce que disaient d'autres de nos concepteurs, les personnes qui ont vraiment besoin,
ont besoin quand même d'être assez soutenus, donc potentiellement assez relancés. Est-ce que ça, c'est un retour qu'on vous a fait? Parce que votre dispositif n'est pas invasif, mais du coup, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui se sont dit, mais on est un peu abandonné par Stop Blues? Alors, on propose des retours, on propose des relances, mais c'est effectivement très léger. C'est-à-dire qu'on a mis le minimum. Alors, des gens qui ont besoin de relance pourraient utiliser Stop Blues. Il y a un effet évolutif pour proposer des solutions aux personnes qui seraient dans une situation plus difficile que notre population visée, c'est-à-dire population générale en prévention primaire. Mais effectivement, on a des garde-fous tout au long du parcours dans l'application pour permettre justement à ces personnes qui vont très mal d'aller chercher de l'aide. Parce que c'est vraiment l'idée derrière l'application, c'est d'inciter les gens à aller chercher de l'aide. Ça n'est pas de rester avec l'application. L'application, c'est une solution temporaire qui peut aider justement de 23h à minuit, mais qui n'est pas suffisante, surtout pour les gens qui vont plutôt mal. Merci. Alors, on me fait savoir, on me chuchote dans l'oreillette qu'il va falloir qu'on s'arrête parce qu'on est déjà à plus d'1 heure de table ronde. Et du coup, j'avais encore 1 ou 2 questions pour certains de nos intervenants, mais je vois que certains aussi ont levé la main, etc. Alors, Jean-Arthur, est-ce que, tout en remerciant bien sûr tout l'ensemble des panélistes qui s'est prêté au jeu et en remerciant aussi l'ensemble des participants qui nous ont écoutés jusqu'ici, Jean-Arthur, est-ce que je peux te passer la main pour les questions? Oui, bien sûr. C'est ça l'intérêt aussi du webinaire, c'est de pouvoir échanger avec vous. Alors, il y a eu pas mal de questions sur le chat de conversation. Je vais les reprendre, mais peut-être, Lee, tu voulais rebondir sur cet aspect relationnel. J'ai vu que tu as levé la main 2 fois et je te remercie d'être passé par l'outil dédié de Zoom. Donc, est-ce que tu veux rebondir sur ça, peut-être, pour lancer la discussion, puisque c'est un élément important? Donc, il y avait 2 trucs. Il y avait quelque chose au niveau des relances. Donc, en fait, si à un moment, la personne utilise un outil à l'intérieur où qui montre qu'elle ne va pas bien du tout, donc au niveau de la gestion de crise, etc., le lendemain, Oli va venir et dire bonjour, hier, ça n'avait pas l'air de trop aller, comment ça va aujourd'hui? Donc, il y a une forme de relance comme ça. Et dans la relation, en fait, l'idée, c'est que ce soit un peu rassurant. Enfin, Igor, tu voulais peut-être juste dire un truc, mais… non, c'est… du coup, il y avait aussi la question de c'est possible de faire des blagues, de cliquer sur je veux un câlin s'il y a un gif câlin, enfin il y a des choses comme ça, de proposer des trucs qui soient un peu réconfortants. Et puis il y a l'idée aussi que les applications, souvent les personnes, elles ont tendance à les laisser de côté à un moment, et que le chatbot, elles ont tendance à continuer plus dans la durée, à les utiliser. Et donc, c'est aussi ça aussi l'intérêt de pouvoir faire en sorte que ce soit en place pour que la personne puisse s'en saisir plus longtemps. Alors, justement, tu nous dis, Igor, les câlins et les chiens, tu nous expliques du coup… oui, alors déjà, oui. Alors, je crois que Héloïse n'a vraiment pas eu beaucoup de chance. Mais j'adore les chiens. Puisque Alors oui, mais je pense déjà sur Canopé, visiblement, il y a eu une espèce de petite dissociation. Puis alors sur Oli, tu t'en es tiré avec un chien qui fait des câlins. Alors déjà, faut jamais, alors très important, vraiment ce message, faut jamais sous-estimer la puissance d'un gif de câlin. C'est quelque chose vraiment, enfin, ça a l'air comme ça, non ridicule, hein, mais vraiment, c'est quelque chose qui marche souvent très bien. Voilà, après, le côté, c'est vrai que le côté mignon de la chouette est important, mais si on a choisi le chouette aussi, c'est aussi parce qu'on a préféré éviter, nous, de faire quelque chose de trop humain. On a voulu éviter justement d'entraîner, de susciter la confusion. On voulait bien que ça reste clair que Lee soit une fausse chouette, quoi, en gros, hein, aussi mignonne soit-elle, et de bien mettre en évidence que les réponses sont automatiques et prévisibles pour vraiment pas donner l'impression pas mettre de la confusion, quoi. Voilà, en gros. Merci. Alors oui, les GIFs, c'est très important. Giphy, la plateforme de GIF, vient d'être achetée 400 millions d'euros par Facebook. Oui. Des GIFs sur les réseaux Instagram et Facebook. Donc on voit que les GIFs, on peut se moquer, mais pour les spectateurs qui savent pas ce que c'est des petites animations animées.
Et la société qui régule ces GIFs, enfin une société qui régule ces GIFs, elle vient d'être achetée hier ou avant-hier pour 400 millions d'euros. Donc, on ne doit pas sous-estimer le poids de petites images qui font des câlins. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. Il y avait un certain nombre de questions sur la conversation. Donc, je ne sais pas par quelle commencer. Est-ce que mon comité scientifique qui a organisé avec nous avait des questions ou pas? Ou Christophe, je vois que tu prends la parole. Peut-être une petite question, si j'ai l'occasion. On comprend qu'il y a certaines applications qui sont plus récentes, d'autres qui sont plus ancrées. Est-ce que ça vous intéresse d'être labellisé, en tout cas de répondre à certains critères que des applications ou des instances fournissent? Ça peut être des critères de qualité au niveau médical, comme au niveau ergonomique ou au niveau juridique. Je voulais savoir si, voilà, surtout les applications les plus anciennes, par exemple comme Oli, recherchez ça. Voilà. Alors, ta question est intéressante. Je ne sais pas qui va vouloir prendre la parole en premier, mais effectivement, le dernier enjeu qu'on avait mis en avant, l'enjeu de l'acceptabilité, est un des critères. Il y a John Torus qui a proposé des critères d'évaluation qui sont en fait en 5 étages, et on souhaitait vous faire rebondir, je pense, sur ça aussi. C'est l'idée que l'efficacité clinique d'une application ne suffit pas, et qu'il y a l'idée d'acceptabilité qu'on a discuté, l'idée du background théorique qui a derrière. Est-ce que le Covid et le trauma, est-ce qu'on a eu cette question tout à l'heure, est-ce que le traumatisme est un concept approprié au regard de la situation clinique du Covid? Ça a été une des questions d'un des participants. Donc, le background théorique est important, et qu'il a proposé cette pyramide d'évaluation pour pouvoir évaluer chacune des applications et labelliser ces applications. Depuis le background d'information, la sécurité des données, l'efficacité, l'acceptabilité et l'interopérabilité. Et donc, comment on pourrait envisager, comment vous vous situez dans le développement de vos applications par rapport à cette évaluation un peu standardisée, ou ce framework d'évaluation qui a été proposé par Torus? Il y en a d'autres aussi par d'autres agences. Est-ce que... Oui, alors nous, on est un petit peu, sur Oli, on est un petit peu à la ramasse avec ça, hein, mais il faut dire ça nous prend déjà tellement de temps et tellement d'argent que, visiblement, parce qu'apparemment c'est payant, hein, la labellisation, si j'ai bien compris, on manque de temps, et puis il me semble apparemment qu'il n'y a pas forcément de consensus là-dessus, hein. Je suis en train de lire ce que m'envoie Clara en message. En gros, c'est pas les mêmes propositions en fonction des différents pays. On a été invité pour des commissions pour les réévaluer. La Haute Autorité de Santé, elle a une proposition, mais enfin, voilà, il y a plein de choses différentes, et c'est différent pour les différentes applications. Donc, ça prend énormément de temps et c'est payant. Et en fait, on n'a pas d'argent, on n'a pas de financement, et on a tous un travail à côté, ou un bébé. Voilà. Pierre-Alexis, je vois que tu as demandé la parole. Est-ce que tu voulais rebondir, Pierre-Alexis, sur cette notion de gestion? Effectivement, ça soulève des enjeux d'investissement. L'industrie pharmaceutique sait comment investir dans les médicaments pour pouvoir développer des solutions, parce qu'ils ont le market de remboursement en amont, donc ils prennent peu de risques quand ils développent un médicament, même s'ils prennent quand même des risques. Développer une application, mais si on le développe d'un point de vue clinique, comme vous le faites magnifiquement bien, Igor, et quand on veut le développer avec un enjeu plus market, là, on voit qu'on n'a pas d'acteurs trop du marché, en fait, là, d'ailleurs, ce webinaire. Donc, c'est parce que l'enjeu d'évaluation peut-être arrive ensuite, après l'enjeu clinique. Pierre-Alexis, tu voulais... Oui, non, c'est vrai que c'est souvent un de mes sujets, mais là je ne voulais pas forcément rebondir sur ça. Donc, s'il y avait d'autres questions, enfin voilà. En tout cas, moi, mon propos, en tout cas, je voulais vous remercier tous. Ce que je voulais, j'ai été très intéressé, Lucille, par ta réponse aussi sur la question freudienne, pas freudienne, etc. C'est vrai, lorsque Héloïse a pris la parole, je me suis dit, bah non, c'est pas tout à fait ça. Justement, l'esprit d'un chatbot, et tous les chatbots fonctionnent comme ça, c'est d'annoncer très clairement dès le départ qu'on n'est pas humain, qu'on parle à un robot. Et même d'ailleurs, Igor et Lee, en disant que ça a été créé par 3 humains, vont déjà même un peu au-delà de ce que d'autres chatbots font, qui disent vraiment juste on est un chatbot et vous vous adressez à un chatbot. Et c'est vraiment l'esprit de chatbot. Et du coup, c'est vrai qu'on est sur 2 procédés, 2 solutions
qui pour moi sont assez différentes. Le fait d'avoir un humanoïde avec un agent conversationnel qui se rapproche de l'humain et avec tout ce travail de psychologie sociale, je ne suis pas sûr que ça fait appel en fait finalement aux mêmes choses, un chatbot. Et voilà, je ne sais pas ce que Lee et Igor en pensent lorsqu'ils utilisent cette solution. Et des fois, même je pense que pour certaines personnes, c'est peut-être plus facile de se confier à un chatbot et ça peut ouvrir la porte vers des soins un peu plus construits. Bah, en tout cas, parce que Clara, elle a mené des études par rapport à ça aussi, entre autres, et donc du coup, et puis dans les personnes, parce qu'on se réfère pas mal à ce que, par exemple, entre autres, moi, je vais regarder les besoins qu'ont l'air d'avoir les personnes, regarder aussi sur Twitter et Facebook ce qu'elles répondent, ce qu'elles disent à propos de Oli. Et donc, il y avait aussi le choix que ce ne soit pas un humain, notamment parce que les chatbots humains se font draguer. Ce serait un peu comme si c'était… mince, il s'appelle comment le film? Les deux… Ah, pardon. Non? Her. Ok. Donc, ce serait un peu le fait de… ça se fait draguer et du coup, il y a vraiment quelque chose de… ça pourrait ressembler à un humain, ce qui n'est pas notre propos. Donc, du coup, Oli se fait un peu draguer, mais très peu par rapport à Paul, qui était le chatbot précédent, apparemment. Et où, du coup, voilà, c'est ça, le prototype précédent s'était dragué. C'est Donc, ça. Et je trouve que ça rend même très, très humble par rapport au métier de psychiatre. Et moi, je me souviens d'un chatbot en addictologie qui avait été développé. Et il y avait certains patients qui effectivement, finalement, exprimaient énormément de choses au chatbot à n'importe quelle heure, avec en tout cas une porte d'entrée assez formidable dans le soin. Et c'est un outil qui apparaît assez complémentaire finalement et qui rend assez humble quand même des fois notre métier de psychiatre. Voilà. Et qui du coup se dégage peut-être de ce que peut permettre un agent conversationnel qui finalement remplace finalement un temps médical ou un temps d'évaluation en tout cas, de manière standardisée, de manière la plus efficace possible, peut-être de manière plus facile. Mais j'ai l'impression que ce n'est pas tout à fait les mêmes objectifs. En tout cas, pardon. Donner aussi la parole à Clara Falala qui nous donne son avis, elle nous donne des messages, mais je pense que ça serait important qu'on ait son avis, si on pouvait lui donner la parole en tant qu'organisateur. François je ne sais pas si c'est possible ou pas pour toi, Clara, là, actuellement, dans la configuration de ta maison. Elle est maintenant comme panéliste, Clara. Bonjour. Oui, c'est possible, effectivement. Je suis avec un petit bébé, donc je vais faire de mon mieux. Je ne sais pas sur quoi vous souhaitiez que j'intervienne plus précisément. Tu nous disais que Yann Leroux avait bien documenté ses Tout à fait. Oui. Alors, on a en fait des psychologues plutôt d'orientation psychodynamique, analytique, qui ont documenté ces aspects relationnels avec les applications, avec les chatbots, avec les agents conversationnels plus largement, mais notamment aussi les agents virtuels animés, donc ce qu'on appelait avant, dans les années 2000, les avatars, en fait, et notamment tous les aspects de limites peuvent avoir les participants avec ces agents. Par exemple, la sensation qu'ils peuvent les contacter à tout moment, mettait en réflexion la notion de finalement, je peux contacter une forme de thérapeute à tout moment. Donc, qu'en est-il de la notion de manque et comment on peut travailler ça, alors que ce sont des aspects qui peuvent être travaillés entre les séances, en fait. Le manque, voilà, juste pour un point notamment qui peut être important pour des praticiens d'orientation analytique, en fait. La question du désir, en fait, était notamment abordée par ces professionnels. Alors, je sais que vous connaissez Le Monde est petit avec Margot. Margot, en tant que chercheuse en sciences sociales, comment tu rebondis sur les données d'un champ de sciences humaines aussi? Est-ce que tu as fait ressortir ça de tes études qualitatives? Alors oui, j'avais justement envie de rebondir, j'attendais impatiemment parce que alors Covid-Out est trop jeune, on n'a pas encore de retour, mais sur l'application EMA que j'évoquais tout à l'heure de prédiction et de prévention des conduites suicidaires, donc là c'est une application qui est basée beaucoup sur de l'évaluation écologique en temps réel, où on va poser donc au quotidien des questions à une personne, donc c'est pas du tout un chatbot, c'est pas hyper joli, c'est pas hyper gamifié, c'est juste des questions voilà, qui sont par contre, en fonction de certaines réponses, différents chemins sont faits. Donc
clairement, c'est froid, c'est de la pure technologie. Et en fait, la plupart des utilisateurs, dans les retours des entretiens qualitatifs que j'ai eus, quasiment tous ont été très positifs sur ces questions, en disant bah oui, c'est un logiciel, mais ça fait du bien. C'est comme un compagnon, c'est presque un psy. Où je peux lui dire des choses que je dirais pas à mes proches. Et je trouve que c'est intéressant. Ça rebondit un peu sur ce que disait Lee-Antoine tout à l'heure et puis toi, Jean-Arthur, sur la relation thérapeutique, où ça ne le remplace pas, mais finalement, ça peut venir vraiment dans les interstices, que ce soit dans la relation thérapeutique elle-même ou avec les proches. Notamment, les personnes suicidantes ou suicidaires peuvent avoir peur de livrer trop de choses à leurs proches pour ne pas leur rajouter de la charge. Du coup, ça permet d'équilibrer. Et Emma aussi, elle leur permettait au contraire, quand c'était en cas de crise, de contacter les proches, etc. Donc, il y avait vraiment la double dimension d'augmenter la relation thérapeutique avec les proches ou avec le service d'urgence quand ça ne va pas bien. Donc, il y a vraiment l'augmentation de la relation, mais aussi de venir pouvoir dire à Emma, finalement, des choses qu'on n'aurait pas pu dire à ses proches pour les protéger, par exemple. Oui, ça c'est très intéressant parce que ça permet de reposer le questionnement éthique qu'on a des fois au premier abord, ça rompt la relation, quoi. C'est absolument pas antagoniste en fait. Et on a pas mal parlé donc de la sécurité, du stockage. Et est-ce que ces informations qu'on donne à un chatbot et qu'on n'aurait peut-être pas donné à un humain, est-ce qu'on se pose la question de la transparence? Est-ce que l'utilisateur il sait que ces données peuvent être utilisées par des humains derrière? Clara, tu veux répondre ou... Je sais pas. Alors, je pense qu'il y a différentes solutions, effectivement. Chacun peut prendre la parole parce que je pense qu'il y a des solutions qui accumulent la donnée, d'autres non. Je ne sais pas, effectivement, qui... Par exemple, nous, sur Canopé, on a, comme c'est porté aussi par l'hôpital et l'université, on a dû vraiment se baser sur les normes d'études cliniques. Donc, les patients doivent, enfin, les utilisateurs doivent accepter un consentement, un formulaire de consentement au début. Et donc, ils savent exactement, on leur dit, voilà, on va vous récolter telles données, les données sociodémographiques, les réponses aux questionnaires sur le sommeil, etc. Donc, pour nous, ouais, c'était vraiment, c'est très clair au début, les données qu'ils donnent à l'appli et qui vont être utilisées par la suite. Pareil pour Stop Loose chez nous, effectivement. Et puis, pour avoir l'autorisation CNIL de recueillir des données comme ça, de questionnaires, sur la santé mentale, qui ne sont pas des données de santé, mais presque. On a été obligé de passer par un hébergeur agréé données de santé. On est deux grosses structures, CNRS, INSERM. Comment un psychologue comme Clara et un psychiatre clinicien comme Igor, vous avez fait pour gérer cet enjeu-là? Parce qu'on voit le temps que nos ingénieurs de recherche ou nos chargés de projet passent pour pouvoir gérer ces enjeux légaux. Comment vous n'êtes pas épuisé à ça? Si. On a très envie de faire des trucs. Clara? Alors, sur la formulation et la manière dont on présente directement les choses dès le départ avec la chouette, on met ce qu'on appelle une sorte de disclaimer, donc on explique directement les limites de la chouette. Et on a eu régulièrement effectivement des questions sur cet aspect éthique en fait des données, et on a répondu à la fois par un module sur la chouette, mais aussi sur un document qui est présent sur la page Facebook, sur l'utilisation qui est faite des données, avec une utilisation majoritairement globale, statistique, des données. Il n'y a pas de lecture particulièrement des conversations individuellement. Après, effectivement, ça fait partie des points qui sont très importants pour nous, pour ce projet bénévole, à savoir comment on va pouvoir éventuellement mettre en open source le code de la chouette, faire en sorte de sécuriser ces aspects-là. Et voilà, donc c'est un travail de longue haleine. Et en fait, la confidentialité de données est la même que celle qu'a Facebook pour les utilisateurs de Facebook, et c'est un aspect qui est mentionné dès le départ aux personnes. Pour nous, ce qui est très important, c'est de redonner le pouvoir aux personnes, comme le disait Margot, et donc de rendre les gens responsables sur l'utilisation qu'ils font des services en leur mentionnant comment ces services fonctionnent. Je ne sais pas si ça a répondu à votre question. Ah, mais parfait. Ouais, même, je vous propose que cette notion que les gens utilisent les choses qu'on leur propose ou qui se créent eux-mêmes, et que ce que tu soulèves comme question, c'est
de plus parler de patients, médecins, mais chacun est responsable par rapport à l'usage de ces solutions et il faut pouvoir les articuler dans le monde dans lequel on vit. Peut-être on peut conclure sur ça. C'est ce nouveau modèle, en tout cas, que tu soulèves, qui est en train de se construire, que la situation de crise nous a emmené à voir, à envisager directement. On le voit chacun dans nos pratiques, pas uniquement médicales, que le digital, là, tout d'un coup, s'est imposé comme une des modalités importantes de notre relation au monde et que ça fait partie de nos vies. Et ça ne la réduit pas forcément quand on s'y aborde concrètement dans l'objet technologique lui-même. C'était un peu l'idée moi que j'avais en faisant cette présentation, c'est que quand on se confronte à la technologie elle-même, un peu à la Gilbert Simondon, on voit que ça soulève d'autres modalités d'approche et que ça ouvre un peu le questionnement. Donc je vous remercie tous. Je laisse la parole pour le mot de la fin à notre président, François Petitjean, de la Société médico-psychologique, pour pouvoir conclure ce webinaire, le premier depuis 1847 pour la Société médico-psychologique. Arthur et Louise, merci. Merci à l'ensemble des orateurs, c'était passionnant. Je vous remercie pour toutes vos contributions et la richesse des échanges. C'est effectivement une première. Je pense que probablement la société renouvellera ce type d'expérience, pas forcément sous la même forme. En tout cas, merci à toutes et à tous, à la fois pour vos contributions et votre participation. Et je vous dis à très bientôt, j'espère. Ou peut-être à celles et ceux tout de même qui ont posé dans le chat des questions qu'on avait promis d'adresser aux orateurs, n'hésitez pas à nous écrire sur les formulaires et les communiqués de presse que vous avez reçus qui comportent normalement nos adresses mail pour qu'on puisse éventuellement vous mettre en lien avec les développeurs, les concepteurs dont l'idée vous a intéressé pour que vous puissiez éventuellement continuer la discussion par mail, en tout cas sur les réseaux sociaux déconfinés. Et comme c'est de tradition avec la Société médico-psychologique, on va essayer de faire trace écrite aussi de cet webinaire, probablement avec un travail d'écriture collaborative pour un article dans la revue La Société, les Annales médico-psychologiques, qui est la revue de la Société médico-psychologique, éditée chez Elsevier. Et donc, c'est un peu la tradition depuis 1847 d'associer les sessions à des articles dans la revue des Annales médico-psychologiques qui avait été créée 5 ans avant la création de la Société médico-psychologique. Donc, c'est la plus vieille revue du monde de psychiatrie également. Et donc, on sera très honoré de faire un travail collaboratif sur ça. Merci à toutes et à tous. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. À bientôt.